Crack it. Bienvenue à tous sur Média Business Télévision. C'est votre émission Tableau économique qui décrypte toute l'actualité économique en RDC et partout dans le monde. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions discuter, vous et moi, sur l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, appelée communément OHADA. C'est quoi l'OHADA? C'est quoi le droit des affaires? Nous allons discuter autour de ce thème, mais très spécifiquement sur nous allons jeter un regard critique sur l'avantage de l'acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 relatif aux sûretés. Alors quand j'en parle comme ça, les économistes et les juristes comprennent, mais tout le monde ne comprend pas. Voilà pourquoi nous allons faire cette émission, pour que nous puissions comprendre très bien c'est quoi les sûretés. Alors pour en discuter sur ce plateau, aujourd'hui je reçois Maître Laval Balo. Il est avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete, mais également assistant à la faculté de droit. Bonjour maître. Bonjour madame, merci beaucoup. Vous allez très bien? Oui, tout va bien, merci. Alors nous vous recevons autour de ce thème qui est très vaste, parce que le droit OHADA renferme tellement de choses que nous ne prendrons pas tout. Je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de l'acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 relatif aux sûretés. Alors, avant que nous puissions avancer, j'aimerais que vous nous expliquiez c'est quoi le droit OHADA, en des termes simples. Merci beaucoup. Je salue d'abord tous les téléspectateurs. Nous allons aujourd'hui tout d'abord échanger tout autour de l'acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 relatif aux sûretés. Et donc, l'OHADA, si nous voulons d'abord revenir à la question de madame, le journaliste, l'OHADA étant une harmonisation en Afrique des droits des affaires, a prévu quelques actes uniformes, notamment sous forme de loi, sur lesquels s'impose ou bien s'applique à tous les États partis à l'OHADA, dans lesquels figure aussi l'acte uniforme du 15 décembre 2010 relatif aux sûretés. Et donc, si nous voulons épingler le sens de sûreté, les sûretés qui dérivent du mot latin securitas, ce qui signifie la sécurité. Et la sûreté est une garantie fournie dans un dessein précis, en vue de garantir, il faut encore dire le mot garantie, en vue de garantir le paiement. Et donc, dans un lien d'obligation, dans un rapport d'obligation, quand les débiteurs s'engagent envers son créancier, les créanciers courent le risque. Nous pouvons aller dans les termes pratiques. Très pratiquement. Bien sûr, à supposer que M. A se présente chez M. B pour solliciter un crédit. Tout en sollicitant un crédit, M. B, qui est le créancier, court le risque pour voir un jour son débiteur se révéler insolvable. Vous allez voir la même personne qui était venue avec toutes les lamentations de Jérémie, qui était venue humblement pour susciter votre générosité, vous raconter tout son malheur. Non, voilà, moi, les enfants sont malades, vous savez, je suis orphelin, mon épouse est malade et qu'on sort. Plus tard, se révéler insolvable. Il va vous dire non, accusez-moi partout, faites tout ce que vous voulez. Et donc, pour certainement protéger les créanciers contre l'insolvabilité de son débiteur, c'est titre, c'est de ça que l'acte uniforme du 15 décembre 2010 vient protéger les créanciers. Si en droit du travail, on protège les travailleurs, nous, en droit de sûreté, nous protégeons plus particulièrement les créanciers. Il faut l'encourager à pouvoir prêter aux autres. Il faut l'encourager. Quelqu'un qui vient, il prend ses sommes, il prend une somme importante, il prête à quelqu'un d'autre. Il faut l'encourager à pouvoir progresser. Mais pour l'encourager, il faut avoir un cadre juridique, certainement les cadres juridiques, le mécanisme pour protéger ces créanciers-là contre l'insolvabilité
de son débuté. D'accord, maître. Mais quel est le rôle du droit WADA? Parce qu'on en parle en général. Vous avez dit que c'est un droit attaché au climat des affaires. Quel est le rôle du droit WADA? Merci. Le droit WADA intervient dans le cadre de l'unification de certaines normes, bien sûr, dans tous les États partis. Actuellement, bien sûr, en Afrique, il y a 19 États partis au contrat, je peux dire, excusez-moi, au traité de l'OADA. Entre autres, les 19 États. Oui, la RDC. La RDC fait partie, Sénégal, etc., Togo, tout ça. Tous les pays de l'ouest de l'Afrique. Bon, il y a certains États. Pour l'instant, nous sommes au nombre de 19 États. 19 États. 19 États. Et donc, pour harmoniser les secteurs des climats des affaires, l'OADA est intervenu dans les secteurs avec ces actes uniformes, actuellement 9, mais qui évoluent de fur et à mesure, qui a un besoin. Parce qu'actuellement, il y a même des projets d'actes uniformes sur le droit du travail, etc. Bien sûr, prochainement, notre droit du travail va aussi changer des figures, comme à l'adhésion, bien sûr, de la République du Congo à l'OADA. Notre système juridique a changé de visage. Et donc, nous sommes devenus en face de d'un arsenal juridique OADA qui réglemente le climat des affaires dans tous les États partis. Il s'applique uniquement dans tous les États partis. Certainement, nous pouvons dire que nous sommes en face d'un droit régional. Voilà. Quels sont les avantages en général qu'a apporté le droit WADA lorsque notre pays a signé ce traité par rapport au climat des affaires avant qu'il ait signé ce traité? Comment notre pays aujourd'hui se comporte? Et donc, s'il faut parler des avantages, il faut quand même relever quelques avantages significatifs par rapport aux actes uniformes aujourd'hui en vigueur. L'avantage, c'est qu'il y a un droit uniforme pour tous les États partis. Peu importe le pays où vous vous retrouvez, vous allez vous retrouver en face des mêmes règles, des mêmes normes juridiques. C'est ça au moins l'avantage. L'avantage, c'est que peu importe l'État où vous vous retrouvez, alors il y a une unification ou harmonisation, si on ne peut pas encore revenir dans le terme harmonisation, des normes, des règles. Et donc, c'est ce qu'on peut toutefois donner comme avantage du droit OADA. Bref, c'est l'unification des règles, des normes dans tous les États partis, uniquement pour les États partis. Lorsque les États partis ont pris la décision d'unifier les règles pour le climat des affaires, c'est justement parce qu'ils avaient constaté quelque chose, le manque d'investisseurs. Qu'est-ce qui s'est passé? La petite histoire, pour que justement nous puissions comprendre pourquoi notre pays a accédé à ces choses. Et donc, si il faut l'avouer, notre pays n'a pas adhéré à l'OADA dans une circonstance, je peux dire occulte, non. Mais avant d'adhérer à l'OADA, on a connu aussi un droit des affaires chez nous. Mais certainement, s'il faut parler en termes d'historique, mais il faut qu'on l'avoue, bien sûr que le droit OADA est intervenu dans un secteur épais d'uniformisation, comme nous l'avons dit, mais tout principalement dans une situation où on s'est rendu compte que les affaires n'évoluaient pas. Exactement. Bien sûr, parce il n'y avait pas d'investisseurs en RDC, les affaires, il y avait des escroqueries. Oui, mais si il faut encore préciser, dans certains cas, dans le droit des affaires, pour pallier disons, à certains besoins, les secteurs, disons, l'acte uniforme est intervenu pour donner des recadrages, pour limiter quand même le pouvoir de certains États et amener même les innovations. Il y a les innovations introduites. Dans tous les 9 actes uniformes, il y a quelques innovations. Et donc, le OADA étant un terme générique, nous ne voudrions pas quand même toucher tous les aspects, mais on se limite principalement à l'acte uniforme du 15 décembre 2010 relatif aux sûretés
qui va nous permettre de comprendre quelles sont les innovations introduites. Parlons de cet acte relatif aux sûretés. Parlons des avantages. Quels sont les avantages apportés justement dans cet acte uniforme? Merci. Voilà. L'acte uniforme au date du 15 décembre 2010, s'il faut l'avouer, a introduit quelques innovations chez nous au Congo. Et on ne peut pas considérer principalement, je parle en matière de sûreté. Si je parle de l'acte uniforme, je parle de l'acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 relatif aux sûretés. Cet acte uniforme a introduit quelques innovations. Mais avant même de saisir les innovations, il faut qu'on avoue que chez nous au Congo, on a connu les sûretés. Les sûretés ont existé, même depuis l'époque coloniale. Vous allez voir que depuis l'époque coloniale, on a connu les cautionnements. Le cautionnement a existé comme étant une sûreté personnelle. On a connu les gages. On a connu même les hypothèques. Ce sont les sûretés qui ont existé même avant l'adhésion à l'OHADA. Et donc, notre adhésion à l'OHADA a aussi introduit quelques sûretés qui n'ont jamais existé, que nous avons plutôt jamais connues chez nous. Et donc, ces sûretés, avec l'entrée en vigueur de l'acte uniforme, nous les avons connues. Et toutes les autres sûretés qui étaient connues chez nous, identiques, et même contraires à l'acte uniforme, certainement ont cédé la place à l'acte uniforme. Parce que l'article 10 des traités de l'OHADA, l'article 10 prévoit les dispositions abrogatoires qui disposent que toutes les dispositions contraires ou identiques à l'acte uniforme, donc prévues par les États partis bien sûr, tombent et cèdent au traité de l'OHADA. Et donc chez nous, au Congo, nous avons connu des sûretés et certaines sûretés ont été identiques, ils étaient identiques bien sûr à l'acte uniforme et par voie de conséquence avec l'entrée en vigueur de l'acte uniforme n'était plus en vigueur. Et donc, il y a aussi d'autres sûretés qui ont subsisté. Avec l'entrée en vigueur de l'acte uniforme, ces sûretés-là subsistent. Subsistent toujours. Subsistent. Entre autres, un exemple d'une sûreté qui subsiste toujours. Voilà, notamment dans les privilèges. Les privilèges, avec notre manière de classifier, nous classifions les privilèges dans la catégorie des sûretés réelles mobilières n'entraînant pas de possession. Et donc, dans les privilèges, vous allez voir qu'il y a les privilèges de droit OHADA et l'autre privilège de droit congolais. Mais je ne suis pas encore là parce que c'est encore trop loin. Étant donné que le droit OHADA n'a pas tout abrogé, nous sommes de ceux qui pensent, et nous l'avons bien, donc bien sûr, nous disons que le droit OHADA, chez nous au Congo, en matière de sûreté, n'a pas tout abrogé. Peut-être ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ils peuvent s'organiser. Même au cours d'une émission débat, nous allons venir et on va échanger. Alors nous disons que... Mais votre point de vue, l'OHADA n'a pas tout abrogé en matière de sûreté. En matière de sûreté, d'autres sûretés ont subsisté après l'entrée en vigueur. Comme nous l'avons dit, même dans les privilèges, même bien sûr aussi les hypothèques. Il y a d'autres hypothèques ici, vous allez voir, les hypothèques que l'OHADA n'a pas prévues, notamment l'hypothèque conventionnelle des droits miniers. D'accord. Alors, je ne suis pas encore là, je vais y arriver. C'est prévu dans ce que nous allons tout à l'heure parler, bien examiner dans la rubrique que nous allons dire les sûretés réelles immobilières. Immobilières, voilà. Et donc, l'OHADA n'a pas tout abrogé en matière de sûreté. Il y a d'autres sûretés qui subsistent. Nous avons... Donc ça c'est votre regard critique. Donc comme l'OHADA n'a pas tout abrogé, oui. Qu'est-ce qui se fait finalement lorsque nous sommes devant un cas qu'il faut traiter? Lorsqu'il y a ce vide, qu'est-ce qui se passe? On prend en vigueur ce que la RDC a dit ou on laisse ce vide-là subsister, ce flou subsister? Et donc s'il faut encore l'avouer, l'acte uniforme
OHADA a la valeur d'une loi. C'est comme une loi. Et dans l'arsenal juridique, vous allez voir qu'il y a la hiérarchie des normes. Et dans cette hiérarchie des normes, tout est prévu. Si, par exemple, une loi est muette, mais le droit n'est pas muet, le droit a plusieurs sources. Exactement. Le droit a plusieurs sources et le droit ne peut pas être muet. Et donc, l'acte uniforme, OHADA a prévu. Mais ce qui n'a pas prévu, ou encore ce qui n'est, ou bien ce qui a existé chez nous, qui n'était ni contraire, ni identique à l'acte uniforme, subsiste. C'est ça que nous disons, ces sûretés-là ont subsisté. On ne peut pas. Parce que dans l'article 10 des traités de l'OHADA, donc c'est une disposition obligatoire, on dispose toutes les dispositions antérieures ou postérieures, contraires ou identiques. On dit contraires ou identiques. Et donc, on était en face des autres dispositions qui n'étaient pas ni contraires, ni identiques. Alors, ceux qui pensent que l'OHADA a tout abrogé en matière de sûreté, en tout cas, nous sommes désolés. Pourquoi? Parce que même un seul alinéa peut subsister. C'est ce que nous disons. Dans un article, tout peut être abrogé, tout peut tomber, même un seul alinéa, bien sûr, peut subsister. Et donc, nous sommes de cette école-là, nous sommes issus de cette école-là qui pense que l'OHADA, en matière de sûreté, n'a pas tout prévu, bien sûr, n'a pas tout prévu. Il y a d'autres secteurs qui sont, d'autres sûretés, bien sûr, qui ne sont ni identiques, ni contraires à l'acte uniforme, mais au Congo, qui subsistent encore jusqu'à ces jours. C'est ainsi que dans les sûretés, il faut distinguer les sûretés, tout d'abord les sûretés personnelles. Voilà, je voulais que nous arrivions à ça, les sûretés personnelles et les sûretés réelles. Voilà. L'émission n'est pas à tendance juridique, mais ce sont des prévisions, ce sont des lois qui doivent réglementer et gérer le climat des affaires. Voilà pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Alors nous allons parler des sûretés personnelles et des sûretés réelles. C'est quand même un point énorme dans cet acte uniforme du 15 décembre 2010. Merci. Voilà. Les sûretés, parce que nous avons dit par la définition qu'une sûreté est une garantie fournie dans un dessein précis en vue de garantir paiement. Et donc, tout à l'heure à l'introduction, quand je disais que les sûretés, plutôt les créanciers, quand ils s'engagent envers son débiteur, ils courent le risque de voir son débiteur devenir un jour insolvable. Mais pour le protéger, pour lutter contre cette insolvabilité, alors on a prévu des mécanismes, notamment les sûretés. Et donc les sûretés se divisent en deux sortes de sûretés. Nous avons d'une part les sûretés personnelles et d'autre part les sûretés réelles. Et donc dans les sûretés personnelles, il n'y a pas une garantie d'un bien que le débiteur apporte pour mettre à disposition de son créancier. Non. Dans les sûretés personnelles, le débiteur se fait accompagner d'une autre personne. Voilà. C'est une autre personne, nous pouvons dire une troisième personne, qui vient s'engager maintenant envers les créanciers pour dire contacter avec ce monsieur ou bien avec cette dame. Si à l'échéance, ce monsieur ou bien cette dame ne me rembourse pas, moi je vais payer. Exemple. Nous Voilà. allons à une banque, vous et moi contracter un crédit, nous allons à la banque A, et ensuite comment ça se passe? Voilà. S'il faut être encore trop pragmatique. Pragmatique, bien sûr. Nous pouvons nous présenter chez monsieur A. Voilà. Et solliciter un crédit. Monsieur A doute de la solvabilité de monsieur B. Il dit non, mais bien sûr, je peux vous prêter, mais je ne suis pas sûr qu'à l'échéance, vous allez rembourser. Parce que vous savez ce qui se passe. Quand
quand on veut solliciter un crédit, toutefois, quand M. B se présente chez A, il va certainement user de toute les lamentations de Jérémie pour susciter la générosité de M. A afin d'obtenir un crédit. À l'échéance, vous savez comment les débiteurs se comportent. Parfois, ils développent l'arrogance. J'ai vécu les cas d'ailleurs dans lesquels un débiteur a fait arrêter un créancier. Un débiteur qui fait arrêter un créancier. Ah bon? Parce que le débiteur... Voilà. Parce que le créancier est venu réclamer, réclamer son argent. Vendu, oui. Voilà. Alors, les débiteurs ont fait arrêter un créancier. Et donc, ce sont ces choses-là qu'il faut décourager. Vous voyez, les débiteurs, parfois, à l'échéance, développent l'arrogance. Non. Allez marquiser partout où vous voulez. Ah non. Vous appelez un major, lui appelle un colonel. Ah d'accord. Vous appelez un général, lui appelle un général full ou un général major. Vous voyez donc, il monte des échelons. Et pour lutter contre ces manœuvres, les créanciers ont le droit d'obliger au débiteur de lui amener une garantie. Et donc, dans les sûretés personnelles, la garantie ne réside pas dans un bien, non. C'est une troisième personne qui vient s'engager envers les créanciers pour lui dire non, contractez avec lui. Et donc, nous pouvons nous présenter, mais en réalité, si je peux l'avouer, je fais beaucoup de recherches. Chez nous au Congo, les sûretés personnelles dans nos banques ici ne sont pas d'application. Oui. Pourquoi? Mais parce que nos banques excellent dans la pratique des sûretés réelles. Si vous n'avez pas... Il n'y a pas la problématique où les sûretés personnelles s'appliquent à certaines dispositions et non à d'autres. Peut-être que ça s'applique simplement quand il faudrait contracter un certain nombre de crédits et pas certains autres crédits. Non. Les sûretés personnelles... On n'a pas limité. Vous savez, dans les sûretés personnelles, parce que nous examinons sur les sûretés personnelles, la troisième personne qui vient s'engager pour dire au créancier de contacter avec son débiteur principal. Il lui dit non, contactez avec lui. Si à l'échéance, lui ne rembourse pas, moi je vais payer. Ces créanciers-là n'est plus. La garantie, c'est quoi? La garantie, c'est qu'il n'est plus en face d'un seul débiteur. Il est maintenant en face de deux débiteurs. C'est-à-dire, il va poursuivre M. B. Si B se révèle insolvable, il va d'abord faire saisir tous les meubles et immeubles de M. B, les faire vendre pour se faire payer. Si la réalisation de tous ces biens ne parvient pas à couvrir toute la créance, et donc il va maintenant poursuivre la troisième personne, M. C, pour se faire payer. Et donc, c'est pourquoi dans l'article 245 de la loi d'IVG 1973, dispose que tous les biens meubles et immeubles du débiteur constituent les gages communs de ses créanciers. Et le prix s'en distribue entre les créanciers par contribution. S'il n'existe pas c'est-à-dire entre les créanciers, une cause légale de préférence. En réalité, je vous l'ai dit, chère madame, la cause légale de préférence, ce sont les sûretés. Une cause légale de préférence, ce sont les sûretés. C'est-à-dire que dans le rang des créanciers, s'il y a certains qui sont privilégiés et non privilégiés, et donc il y a une manière de désintéresser ces créanciers-là. En réalité, c'est que nous pourrions examiner dans les privilèges. Et donc, si nous faisons encore revenir dans les sûretés personnelles, on n'a pas déterminé le plafond de la créance, du montant qu'on peut accorder au débiteur. Non. Dès lors que M. A fourni une garantie qui est une garantie personnelle, attention, M. C qui vient s'engager, il engage tout son patrimoine. Donc, à l'échéance, si B ne paye pas, M. A a l'obligation de faire saisir tous les biens meubles et immeubles de M. C pour se faire payer. C'est pourquoi... Mais c'est possible aujourd'hui, lorsque nous parlons des créances, lorsque nous voulons aller contracter une créance et qu'on nous demande une sûreté réelle, pouvons-nous dire que j'ai plutôt une sûreté personnelle? Est-ce que ça passe et on va accepter? Ou si on demande non, il faut seulement une sûreté réelle? Nous sommes tout dépend de la volonté
du créancier. Parce que, vous savez, dans la Bible, on a toujours dit qu'on ne prête qu'aux riches. Chère madame, vous pouvez être pasteur, muni du Saint-Esprit, vous, je ne sais pas, vous soulevez la Bible, vous opérez des miracles, même le paralytique marche et consort. Vous allez toquer dans une banque pour solliciter un crédit. On ne va pas vous accorder. On ne va pas vous accorder. On va vous obliger une garantie. Et donc, la garantie, ici, nous avons dit peut-être personnelle, réside dans une troisième personne. Là, nous sommes dans les sûretés personnelles, lesquelles nous en distinguons deux, notamment les cautionnements et la garantie et contre-garantie autonome. Et donc, dans les sûretés personnelles, la garantie réside à la troisième personne. Mais cette troisième personne peut limiter les effets dévastateurs de la créance. En disant par exemple que moi je m'engage. Monsieur B qui va contracter une dette de 100 000 chez A. Il dit moi je m'engage par exemple pour 50 000, ou bien pour tous les 100 000. S'il ne rembourse pas, moi je vais payer. Alors il peut dire à l'échéance, s'il ne paye pas, alors moi je vais payer. Et donc si moi je ne paye pas, au lieu de saisir tous mes biens meubles et immeubles, je limite tous les effets dévastateurs qu'à un seul bien. Alors mon véhicule. C'est à ce titre même que nous parlons de la juxtaposition des sûretés réelles sur les sûretés personnelles. C'est-à-dire là où les sûretés personnelles et les sûretés réelles se rencontrent, c'est à travers ce que nous appelons le cautionnement réel. Dans le cautionnement réel, la caution va limiter les effets dévastateurs du cautionnement, tout en disponibilisant un bien limité. Ça peut être un bien meuble ou immeuble. Il peut dire non, voilà, c'est l'échéance, monsieur A ne paye pas, venez me voir. Si moi je ne paye pas aussi, au lieu de saisir tous mes biens meublés et immeubles, alors je limite seulement, vous pouvez saisir mon téléphone ici, ou encore mon véhicule ici, ou encore ma parcelle. Et donc, au cas contraire, les créanciers a le choix. Bien. Et donc, dans les sûretés réelles, les débiteurs, autant qu'ils s'engagent, parce que nous avons dit les sûretés, ce sont les contrats, ou bien c'est un contrat accessoire, par rapport au contrat principal. Le contrat principal, c'est lorsque le monsieur B va chez A, il sollicite un crédit. Ça, c'est un contrat principal. Mais pour l'efficacité de ces contrats principaux, monsieur A va obliger une garantie qui est un contrat accessoire. Et donc, parce qu'il va obliger une garantie, dans les sûretés réelles, les débiteurs va aussi longtemps qu'il s'engage, bien sûr, à son créancier, il va apporter un bien, meuble ou immeuble. Voilà qu'on se retrouve dans les sûretés réelles. C'est ça que nous entendons par sûreté réelle. Et donc les sûretés réelles peuvent être mobilières ou immobilières. Dans les sûretés réelles mobilières, c'est le double aussi. Nous avons d'une part les sûretés réelles mobilières entraînant ou bien avec des possessions, c'est-à-dire que dans ces sûretés, le débiteur est dépossédé de son bien. Il prend son téléphone, il prend sa voiture, il met à disposition de son créancier, il dit prenez ma voiture, ou bien mettez à disposition d'un tiers convenu, d'une autre personne, mais qui doit garder jusqu'à ce que je vais honorer à mon engagement. Là, nous sommes en face des sûretés réelles mobilières avec des possessions. Le débiteur est dépossédé de son bien. Il existe aussi les sûretés réelles mobilières sans dépossession. C'est-à-dire que les débiteurs continuent de garder son bien. Il n'est pas dépossédé de son bien. Bien que le bien fait objet d'une garantie, mais le bien continue d'être gardé par les débiteurs lui-même. Voilà. Mais ce bien-là fait objet déjà d'une garantie. Et donc, s'il faut encore se limiter à ce niveau, aux sûretés réelles, mobilières, tout court, nous avons d'une part les sûretés réelles mobilières avec des possessions, comme nous l'avons dit, et d'autre part les sûretés réelles mobilières sans des possessions. Dans les sûretés réelles mobilières avec des possessions, nous distinguons trois sortes de sûretés. Nous avons le droit de rétention, la propriété
retenus ou cédés à titre de garantie, et enfin les gages. Les gages. Attention. Les gages, très important. Apparemment, attention. C'est ce qui est les gages, plus utilisé. Voilà. Le gage. Les gages. Plus utiliser les gages et les hypothèques. Les gages et les hypothèques. Parlons-en. Plus utilisé. Parlons-en. Apparemment, l'acte uniforme du 15 décembre 2010, qui est en faveur du créancier, donne beaucoup plus d'avantages aux créanciers. Parce que, nous le disions tout à l'heure, vous le disiez tout à l'heure, mais malheureusement, c'est ce qui s'observe à Kinshasa ou en RDC, quelqu'un qui vient pour prendre un crédit, pour commencer une affaire, on lui demande de donner un peu plus que la valeur qu'il contracte. Et donc, voilà. Juridiquement, comme nous avons dit, est-ce que je ne peux pas aller un peu plus loin avec j'ai compris la question. Ce que nous allons faire, nous allons parler des gages, des hypothèques, parce que c'est le langage que les Kinois ou les Congolais comprennent. Voilà. Alors, c'est pratiquement ce que les jeunes entrepreneurs décrivent chaque jour. Lorsqu'ils veulent se lancer dans une affaire et qu'ils n'ont pas tous ces moyens, qu'ils vont pour contracter un crédit auprès d'un banquier ou d'une tierce personne, et que cette tierce personne leur demande un gage, une hypothèque, au-delà de la valeur de ce qu'ils sont en train de demander. Est-ce que juridiquement c'est correct? Voilà. Nous disons d'abord que, s'il faut encore l'avouer, nous avons dit que les sûretés sont considérés comme les contrats accessoires par rapport au contrat principal. Le contrat principal peut être un prêt de 1000 $. Mais la sécuritas, comme nous avons dit, la garantie, peut être un bien. Peu importe la valeur du bien, le bien peut dépasser la valeur du montant sollicité. Ça n'a rien à voir. C'est une garantie, c'est une sécurité de paiement. Les créanciers doivent être sûrs. Quand on dit je suis sûr, quand il y a la sûreté, la sécurité, c'est qu'il suffit que je suis sûr qu'à l'échéance, on va rembourser. Et donc, si par hasard, les débiteurs ne remboursent pas, le créancier va faire saisir ses véhicules. Peu importe la valeur du véhicule, il va les faire vendre pour se faire payer. Alors, quand il se fait payer, il ne récupère que ce qui lui est dû. Les surplus, il les retourne au débiteur. C'est même ce que nous appelons le principe de réalisation par... Donc, il doit remettre le surplus au débiteur. Les surplus sont retournés au débiteur. Lui ne prend que le montant qui lui est dû. Mais voilà. S'il ne retourne pas? Non, mais... Puisque c'est lui qui fait la vente. Et s'il la vend... Non, c'est pas lui qui fait la vente. Attention, il y a un problème. Parce que là, nous remarquons que celui qui fait la vente, c'est le entendu, je dis, il fait saisir les biens. Exactement. Il les fait vendre et il se fait payer. Comprenez d'abord ces mots. Faire saisir, c'est-à-dire saisir les instances judiciaires, solliciter la vente forcée de ces véhicules. C'est ce qu'on appelle la vente publique aux enchères. Et certainement, on va faire vendre ces véhicules pour se faire payer. C'est ainsi que si la réalisation de la vente dépasse le montant de la créance, les créanciers ne récupèrent que ce qui lui est dit et les surplus sont retournés au débiteur. Nous parlions donc de est-ce que c'est correctement, est-ce que c'est juridiquement correct de demander un montant élevé par rapport à ce que je suis en train de vouloir contracter comme créance? Certainement. C'est ça le gage en fait. Voilà. Les gages, il y a plusieurs sortes de gages. Les gages, il existe tout d'abord, s'il faut le distinguer, les gages de droit commun, c'est ce que nous sommes en train de discuter tout à l'heure. Il existe aussi des gages spéciaux. Dans les gages spéciaux, nous avons les gages des véhicules automobiles, les gages des stocks et les gages des matériels professionnels. Vous êtes journaliste, madame. Vous pouvez un jour avoir besoin d'un crédit. Vous pouvez réunir tout ce qui constitue vos matériels professionnels. Caméra, micro, ordinateur. Aller toquer dans une banque et solliciter un crédit. C'est ce que nous appelons les gages des matériels professionnels. Parce que la profession peut être libérale, industrielle, artisanale, toute profession. Et donc,
si dans votre déontologie journalistique, on vous interdit, moi en droit de sûreté, je vous autorise. Je vous autorise. Donc, si jamais vous avez besoin d'un crédit, vous pouvez prendre tout ce qui constitue vos matériels professionnels, aller toquer chez une banque, solliciter un crédit. Là, c'est ce que nous appelons les gages des matériels professionnels. Il existe aussi les gages des stocks. Exemple, la RDC peut avoir un besoin de fonds, disons, il veut quand même financer un projet, c'est pas 5 chantiers, ou bien Kimbopeto, c'est pas 100 jours. Il peut prendre son stock de cuivre ou bien de cobalt, aller toquer chez une banque et solliciter un crédit. Et donc, si à l'échéance, la République continue du Congo ne paye pas, les créanciers ont l'obligation de faire vendre ces stocks de cuivre, des diamants pour se faire payer. Il existe aussi disons, les gages de véhicules automobiles. Mais en quoi consiste la spécialité? Mais jusqu'à ce moment, je me vois dans l'obligation de chuter parce que nous allons chuter. La matière est trop abondante. Oui, j'aimerais quand même. Je sens que je n'ai encore rien dit. Nous sentons que vous êtes un enseignant. Nous sentons que vous êtes un enseignant et que la matière est abondante. Nous avions dit que nous allons prendre un aspect du droit au WADA aujourd'hui. Donc, nous allons chuter quand même. J'aimerais votre position personnelle parce que j'aimerais parler au nom des entrepreneurs, de la jeunesse. Vous êtes jeunes. Tous ceux qui veulent contracter un crédit, contracter une créance, avancer pour leurs propres affaires. Voilà. Ils ont l'impression que ce droit privilégie plus le créancier que le débiteur. Voilà. Donc nous devions parler d'un côté critique, nous devions critiquer cet acte uniforme. Et je sais que ce sera très difficile de dissocier le juriste de l'homme congolais, mais quel est votre avis? Et donc, voilà. Nous sommes en train de clôturer. Voilà. S'il faut donner un avis, je peux d'abord vous dire que en droit du travail, par exemple, on protège les travailleurs. Nous ici, bon, s'il faut encore citer d'autres droits, en droit disons de la famille, en droit de protection de l'enfant, on protège l'enfant. Nous ici, en droit de sûreté, on protège les créanciers, celui qui donne, pour l'encourager à pouvoir prêter aux autres. Si vous prêtez à X 100 000, à l'échéance, il se révèle insolvable, il ne paye pas. Vous ne savez pas comment recouvrer ces sommes. Comment il y aura un développement? Comment il y aura le développement des affaires? Parce que nous, en droit de sécurité, nous disons il n'y a pas de développement sans crédit. Alors, plutôt sans commerce. Il n'y a pas de développement sans commerce. Il n'y a pas de commerce sans crédit. Et il n'y a pas de crédit sans sûreté. Et donc, il n'y a pas aussi de sûreté sans nous, qui sommes spécialistes survivants et viables en droit de sûreté et pour toute la République du Congo. Et donc, nous avons au moins le bonheur de sortir de ce moule-là, du seul spécialiste survivant et viable en droit de sûreté. Et donc, ici, on ne protège que les sûretés. On s'organise que pour protéger celui qui prête, pour que demain, il continue de le faire. Voilà. Merci beaucoup, maître. Nous sommes à la fin de moi qui vous remercie, tableau économique. Aujourd'hui, nous avons parlé sur les sûretés, sur tout ce qui touche au droit au WADA en matière relative aux sûretés. Nous allons continuer, maître, si vous serez d'accord. Tout à fait. Puisque nous n'avons pas tout terminé. Oui, voilà. Donc, la matière est trop abondante que je me sens encore dans l'obligation d'intervenir dans certains piliers que je n'ai pas eu à relever parce que les sûretés, je me suis senti dans les difficultés d'étaler les sûretés dans 30 minutes. Aujourd'hui, c'était l'acte 1. Nous ferons l'acte 2, l'acte 3, où nous allons essayer de faire comprendre à tout le monde parce que tout le monde ne comprend pas pourquoi le créancier a certains privilèges, certains droits, alors que c'est régi dans les actes uniformes du 15 décembre 2010. Merci beaucoup, maître. Merci à tous nos téléspectateurs de Media Business Télévision et sur tous les réseaux sociaux auxquels vous allez nous suivre. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur les mêmes antennes avec le même plaisir. Au revoir.